voilà à peu près dans les années 30. Et là, il va se produire un événement historique. C'est la rencontre entre ta mère et ton père. Absolument. Et cette rencontre est rocambolesque pour moi parce que ma mère était avec ses tantes, ses sœurs plutôt, mes tantes, à Cancan. Et mes tantes sont tellement versées dans l'islam. Et chaque fois qu'il y avait le Maouloud, c'est-à-dire la naissance du prophète, et c'est une nuit de prière euh, dans tout Cancan, qui est quand même une ville islam, une ville où vivait un saint, Cheikh Pantamal Chérif, qui était quand même l'ami de mon père. Mon père était son bras droit. Dans la nuit du Mauloud, mes tantes étaient tellement versées dans le Coran, dans l'islam, et le saint homme prêchait. Et quand il prêchait, toute la ville de Cancan était là pour l'écouter. Et mes tantes étaient tellement émues d'entendre ce saint homme, et les gens faisaient des cadeaux. Ils venaient, d'autres leur donnaient ce qu'ils avaient. Mes deux tantes se regardent et il y avait ma mère qui était, elle avait 15 ans à peu près. Et, elles vont vers le saint et lui disent, nous donnons notre sœur dans la nuit de Maulid. C'est un don, c'est Alamandi, c'est donné à Dieu. À Malinké, Alamandi, donné à Dieu. Donc, nous donnons notre sœur à Dieu. Évidemment, le Saint-Homme, hein, très très bien. Mais lui, il avait déjà le quota de femmes qu'il lui fallait. Et il fallait qu'il trouve parmi ses talibés de mon père quelqu'un qui pouvait être capable d'avoir cette jeune fille belle, jeune, et oui, qu'elle soit très bien traitée. Et c'est en ce moment qu'il a pensé à mon père. Il a dit, bon, ben, Doucouré, voilà, ça va être ta femme. Mon père était déjà âgé, hein. Il avait dépassé la cinquantaine, mon père. Il avait d'autres femmes. Il n'avait pas le quota, évidemment. Il était très content. Et donc, mes sœurs, mes tantes sont retournées à la maison avec ma mère et il fallait préparer le mariage. Mais il n'y avait pas de dot, il n'y avait rien parce qu'elle était donnée à Dieu. Donc, c'était le lien entre ses sœurs et Dieu, en passant par ma mère. Bon, comme c'était une princesse, ils l'ont habillée très bien. Elle devait avoir 15 ans. Ils l'ont habillée très très bien en princesse et ils l'ont fait monter sur un cheval blanc qui était tenu en laisse par le premier. Alors, ils ont traversé tout Cancan, ma mère habillée. Ils sont arrivés dans la possession de mon père. Et, cette jeune fille belle sur un cheval d'origine princière, c'est ainsi que ma mère voilà, a éprouvé mon père. Voilà. C'était une histoire formidable. Et c'est mon père qui m'a raconté tout ça. Je sais que ton père a vécu plus de 100 ans. Et Effectivement. c'était un personnage hors du commun. Oui, comme tous les personnages de cette époque, il m'a dit une chose, il m'a dit, j'ai vu venir les Blancs pour la colonisation de la Guinée et je l'ai vu repartir pour l'indépendance de la Guinée. Il y a un témoignage qui est fantastique. Il y a très peu de gens qui peuvent voir venir les Blancs et repartir parce que la colonisation a duré 100 ans en Guinée. Alors, il a vu venir les Blancs et il les a vu repartir. Il est né Il est né quand? en 1865 et il est mort à Canton en 1969, septembre 69. Ce qui fait qu'il était quelqu'un qui a vu beaucoup de choses dans sa vie. Et c'est quelqu'un avec qui j'étais très proche, parce que moi, ma mère, il est
perdu à 7 ans, ce qui fait que j'étais très très proche de mon père et il m'a raconté des choses fantastiques. C'était vraiment un feuilleton, la vie de mon père. Et c'est quelqu'un il est né à Sokoura-là, en Guinée, donc sur l'empire, déjà le premier empire de Samori Touré. Puisque Samori Touré était de Konya et le village de mon père est à 150 km de la naissance, du lieu de naissance de Samori. Donc, j'aurais pu se rencontrer à cette époque. Alors, mon père a eu une mille vies parce que tout jeune, il a commencé à faire du commerce. Il faisait du commerce de noix de cola et qu'il prenait donc dans la région de, de Sokola, qui est située à l'est de la Guinée, à la frontière de Côte d'Ivoire. Donc, il venait au Mali, qui était l'ancien Soudan français, et il vendait ces noix de cola et il reprenait du sel, le sel dur qu'on donnait au bœuf. Alors, il faisait ce commerce et après, il a commencé à faire du commerce de tissus, la manufacture, et ils allaient jusqu'à Conakry à pied, 800 km. Ils faisaient ça à pied avec, bien sûr, les bagages et tout ça. Il y en a qui avaient des ânes et d'autres sur la tête. Et mon père a fait ce commerce-là. C'était dans les années 1900. Et il m'a raconté un jour qu'un jour, parce que les Blancs avaient mis des barrages entre régions. Parce que nous, mon père est de la Haute-Guinée, après il y a la Basse-Guinée et il y a la Moyenne-Guinée. Mais toutes les régions étaient surveillées, on ne pouvait pas se déplacer d'une région à une autre, surtout pour le commerce. Et mon père m'a dit qu'un jour, il revenait de Conakry, où ils avaient acheté des tissus, tout ça, parce qu'à l'intérieur, c'était pas ça. Et arrivé à la frontière, je crois, sur le fleuve Niger, et il y avait des militaires qui gardaient le passage. Mais comme eux, ils avaient quand même pas mal de marchandises, c'était une caravane, et ils ne savaient plus quoi faire. Bon, ils étaient de l'autre côté, avant de traverser le fleuve, et mon père leur a dit, bon, on va faire quelque chose. On a des tissus manufacturés. Regarde comment ils sont habillés les Blancs. Alors, on va coudre exactement les mêmes tenues qu'ils ont les Blancs pour moi. Donc, les tissus qu'ils avaient, ils ont fabriqué les pantalons, les jaquettes, tout ça. Et, et je crois qu'ils ont dû trouver un casque colonial parce qu'ils faisaient le commerce. Et mon père, il a porté cette tenue, il avait le casque colonial et il a pris la caravane derrière lui. Et quand il est arrivé aux gardes frontières qui étaient des Noirs aussi, il a commencé à leur parler. Bande de cons, allez, allez, viens! Et ils ont cru qu'il était quand même un envoyé des Blancs. Et ainsi, mon père a fait traverser tout, tout le fleuve avec les marchandises et tout ça. Il m'a dit, bon, ben voilà. Il avait cette façon de voir les choses. Et après, ben, il a été aussi en Côte d'Ivoire, où il a été boucher, parce qu'il a fait quand même plusieurs métiers, mon père. Et il était boucher à Abidjan, c'était dans les années 30. Hein. Il lui est arrivé une histoire formidable. La femme du gouverneur de l'époque là-bas envoyait son boy chercher de la viande chez mon père, au stand de mon père, dans sa boucherie, mais sur le marché. Et tous les jours, le boy venait chercher la viande chez mon père. Un jour, la viande n'était pas de très très bonne qualité parce qu'il y avait pas, il y avait pénurie de bœuf à cette époque. Et malheureusement pour mon père, ou heureusement d'ailleurs, la femme du gouverneur qui avait une réception ce jour-là a eu cette viande de pas très bonne qualité et elle s'est mise en colère. Elle a demandé à son boy, qui c'est qui t'a vendu cette viande? Et le boy dit, mais c'est le même boucher que d'habitude. Elle lui dit, mais aujourd'hui j'ai une réception, cette viande n'est pas bonne. Allez, va me montrer le boucher qui te vend ça. Et le boy suivi donc de la femme du gouverneur arrive au marché et désigne mon père que c'est lui qui est le boucher qui lui vend tous les jours de la viande.
Et la femme du gouverneur, qui était une princesse baoulée, qui s'appelait Afoy, va voir mon père et lui dit, mais pourquoi tu as vendu de la viande comme ça à mon boy? Mon père lui dit, mais c'est ce qu'on a aujourd'hui comme viande au marché. Sinon, d'habitude, je lui donne toujours la bonne qualité. Et elle lui dit, mais tu sais qui je suis? Et mon père lui dit, je ne sais pas, mais même si c'était autrement, je ne donné que la viande que j'ai. Et à ce moment, la femme se met en colère et envoie une gifle à mon père. Ah, mon père lui renvoie deux gifles et les gardes qui l'escortaient viennent pour arrêter mon père et la femme leur dit, non, non, laissez-le, c'est moi qui ai commencé la première. Allez, on rentre au palais. Ils sont retournés au palais. Le lendemain, au lieu du boy, c'est la femme elle-même qui est venue chercher la viande. Le surlendemain, et pendant quelques semaines, c'est elle qui venait chercher la viande chez mon père. Et finalement, une amitié s'est liée entre mon père et cette femme. Et comme mon père est un bel homme, et elle est tombée amoureuse de mon père. Et mon père lui dit, mais moi je ne peux pas, tu es la femme du gouverneur, et ça va poser problème entre les Blancs et moi. Elle lui dit, non, 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 ne t'inquiète pas, je vais arranger cette histoire. Et elle va voir son mari, gouverneur, et elle lui dit, voilà, j'ai rencontré un homme, je l'aime, et il n'est pas d'ici, j'aimerais le suivre dans son pays. Si tu acceptes que je te quitte, mais je laisserai tous les privilèges, les bijoux, or, tout ça, je laisserai tout au palais et je partirai complètement comme je suis venu chez toi. Elle était princesse, bien sûr, et elle est venue avec beaucoup de cadeaux, mais elle a laissé tout ça, elle est venue voir mon père, et ils sont rentrés en Guinée, tous les deux. Mon père l'a épousée, bien sûr, et ils ont eu un enfant qui s'appelle Fanta, une grande sœur à moi, qui vit encore, et elle a vécu avec mon père à Cancan, où elle est décédée. Voilà, et ça fait partie des histoires de mon père, qui a eu mille et une vies, mon père. Et on nous dit, ben, il y a un érudit, un prophète qui est à Cancan. Et il dit, bon, j'aimerais faire sa connaissance. Et il est venu rencontrer donc, le prophète. Il lui a dit, bon, je veux me mettre à son service, à ton service. Je voudrais être ton talibé, c'est-à-dire ton élève. Il était déjà un homme d'un certain âge. Et donc, ce prophète lui dit, bon, si tu veux, je te prends comme talibé. Mon père a complètement abandonné tout ce qu'il avait et il avait deux enfants au Mali et de l'autre côté aussi dans le Konya, il avait aussi femmes et enfants. Il a tout abandonné, il est entré au service de ce prophète, complètement démuni de tout. Et il s'est mis à son service et pendant des années, on ne savait plus où il était. Comme à cette époque, les bêtes sauvages mangeaient les gens, les commerçants et tout, on a cru qu'il avait été victime justement de ça et personne ne savait. Et au fur et à mesure qu'il est resté donc au service de ce prophète, il est devenu le bras droit de celui-ci. Alors rien ne se passait là-bas sans qu'on ne le contacte, sans qu'on on lui demande son avis. Mais à temps, donc la cour de ce prophète, c'était tout un quartier. Mon père a dit donc, comme il y a beaucoup de courtisans et que moi je ne suis pas un courtisan, je n'aimerais pas habiter dans le quartier du prophète. Je serais pas loin, mais je n'habiterai pas ici si cela était possible. Donc, ce prophète a compris, Cheikh, quand on a dit, shérif, il a dit, bon, écoute, on va te trouver un endroit où tu vas loger et tu ne seras pas loin de moi. Et c'est comme ça que mon père, il a habité d'abord dans un quartier à Cancan qui s'appelle Timbo. Timbo, c'est le quartier des Diamanati. Les Diamanati, ce sont les chefs du pays. Et les Diamanati, c'est un des descendants de celui qui a été chercher les Blancs à Sikasso pour venir combattre Samori à Cancan. Donc, quand les Blancs sont venus et que Samori était parti, et ils les ont nommés
chef de la région de Tankan. Donc, mon père était là-bas, mais il ne s'est pas très bien entendu avec eux, parce qu'il y a un des frères de Diamanati qui était quand même un type très, très coloré, tout ça. Un jour, il a acheté un bœuf à mon père, lui aussi, il était boucher. Il a acheté un bœuf à mon père et il l'a vendu. Et quand mon père a retourné son argent, il a dit non, 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 je ne paye pas, moi. Tu ne sais pas qui je suis le frère du Diamanati, alors je ne paye pas. Et mon père lui dit, mais tu payeras. Quoi qu'il arrive, il faut que tu payes. C'était un homme qui était craint et tout ça. Et mon père lui dit, de toute façon, si tu ne payes pas, tu vas voir, espèce de Nyamodin. Nyamodin, ça veut dire bâtard. En africain, c'est une injure. Ah. Et ce type me dit, tu m'as traité de bâtard, moi, de Nyamodin, et je vais te tuer. Alors, évidemment, bagarre, tout ça. Et à cette époque, l'administration française était là, et les militaires sont intervenus, et ça s'est passé au tribunal. Mais le tribunal, c'était le commandant qui, lui, était juge. Et quand on a commencé à juger, euh, ils ont convoqué mon père et aussi le fils, le petit frère du dernier. Et en ce moment, le commandant dit, mais c'est quoi cette histoire? Et l'autre dit, bon, il m'a traité de Nyamondé. Nyamondé, il ne comprenait pas le français. Il demande à un de ses interprètes, ça veut dire quoi Nyamondé? Il dit bâtard, mais c'est l'ultime injure chez nous. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Mon père dit, mais il m'a acheté un bœuf, il a vendu, mais il ne m'a pas donné mon argent. Et le Diamanati dit, mais pourquoi tu ne l'as pas payé? Il dit, mais parce que je suis le petit frère du Diamanati et je fais ce que je veux. Et le commandant lui dit, mais tu vas le payer, Nyamodé. Évidemment. Le commandant qui lui dit, tu vas le payer, Nyamodé. Alors évidemment, tout le monde rit. Et ce type s'est trouvé vraiment euh, très, très dépourvu de tout. Et mon père a décidé quand même de quitter le quartier de Timbo parce qu'il aurait des problèmes tout le temps avec eux. Et c'est ainsi qu'il est venu dans un autre quartier qui s'appelle Banankoroda. Que un de ses amis, qui était lui interprète, c'est-à-dire qu'il était le crieur public. C'était un ancien combattant, le Mamadi Kondé, qui était donc installé dans ce quartier-là, a offert à mon père un terrain où mon père s'est installé, où nous sommes nés, tout ça, et qui reste encore la concession parentale jusqu'à maintenant. Voilà. Donc c'est là qu'il habitait quand il a rencontré ta maman. Voilà. Et c'est dans cette concession que ma mère est venue sur un cheval blanc, elle a escorté de griots, tout ça, pour devenir la femme de mon père.